Je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque et d'avoir réservé à la doyenne que je suis, puisque je représente un droit d'accès à l'information vieux de 250 ans, l'honneur d'ouvrir cette session. J'ai choisi d'intituler ma présentation « Le droit d'accès à l'information en droit suédois, une épopée de 250 ans », car l'histoire du droit d'accès à l'information en Suède ressemble par certains côtés à une suite d'actions extraordinaires, merveilleuses, étonnantes ou héroïques, c'est la définition du Larousse, ou encore l'histoire du droit d'accès peut être présentée sous la forme d'un long poème d'envergure nationale narrant les exploits historiques ou mythiques d'un peuple. Parce qu'il y a quand même pas mal de mythes aussi derrière le droit d'accès à l'information en Suède. Le droit d'accès à l'information n'est pas un droit comme un autre dans le paysage juridique suédois. Il s'agit d'une sorte d'idéologie, comme l'a dit un ancien ombudsman. Idéologie qui s'est formée au cours des siècles. On peut, sans exagération, parler du droit d'accès aux documents officiels comme d'un principe fondamental et cardinal de la société et du régime politique suédois. Un principe qui sous-tend les rapports entre l'État et les citoyens et de façon réciproque, et qui influence la vie sociale de façon significative. Mais c'est également et bien sûr un droit qui a dû, au cours de sa longue existence, faire face à un certain nombre de bouleversements et de défis. Pour s'en tenir à la période contemporaine, le droit d'accès a été ainsi confronté à deux phénomènes en particulier. L'un d'entre eux que l'on peut qualifier de choc européen est la conséquence de l'entrée de la Suède dans l'Union européenne. Le Royaume s'est retrouvé tout à coup mis en présence d'États empreints de la tradition du secret et s'est vu de plus soumis à des exigences élevées en matière de protection de la vie privée, quelquefois difficilement conciliables avec le régime du droit d'accès tel que conçu par les Suédois. Le second phénomène sur lequel nous nous attarderons plus longuement est celui de l'introduction et du développement des nouvelles technologies. Mais avant de m'approfondir sur le thème des défis technologiques, je voudrais commencer par une présentation succincte du droit d'accès à l'information en Suède. L'acte de naissance, comme l'a rappelé William Gill, est constitué par la loi fondamentale sur la liberté de la presse adoptée le 2 décembre 1766. Et les Finlandais, il faut se souvenir qu'à l'époque, la Finlande faisait partie du royaume de Suède, insistent grandement sur la paternité de ce droit qui reviendrait en fait à un Finlandais suédois, né en Finlande en 1729 et qui s'appelle Anders Sidenius et qui était surnommé en raison de ses idées libérales le Adam Smith du Nord. Donc c'est effectivement les Finlandais qui insistent énormément sur la paternité de ce droit, les Suédois beaucoup moins. En général, le nom de Anders Sidenius est beaucoup moins cité. Le droit d'accès, quoi qu'il en soit, était inclus dans la loi fondamentale sur la liberté de la presse en tant qu'il constituait une condition de l'exercice du droit de publier des opinions et des documents, comme l'a rappelé aussi William Gill tout à l'heure. Donc, condition de l'exercice du droit de publier. Effectivement, pour pouvoir exercer le droit, notamment pour les journaux, de publier des informations, il faut permettre aussi aux médias d'avoir accès à ce genre d'informations. On trouve ici, dès l'origine, deux traits caractéristiques qui subsistent de nos jours. D'une part, le lien étroit du droit d'accès à l'information à l'exercice de la liberté de la presse, et d'autre part, son fondement premier qui est présenté dans la droite ligne de la philosophie des Lumières, davantage comme la volonté de former des citoyens éclairés capables de participer au débat politique, que dans le but de donner aux citoyens le moyen de contrôler la puissance publique. En fait, ces deux fondements reviennent à peu près au même, mais il y a quand même une nuance qui a son importance. C'est toujours dans la loi fondamentale sur la liberté de la presse qui régit le droit d'accès aux documents administratifs à l'heure actuelle. En fait, c'est une loi fondamentale qui date de 1949.
Et donc cette loi de 49 lui consacre un chapitre 2 qui s'appelle « De la publicité des documents officiels », donc toujours dans la loi sur la liberté de la presse. Contrairement à ce qui est le cas dans d'autres droits nationaux, où seul le principe du droit d'accès à l'information est garanti par la Constitution, tandis qu'est dévolue à la loi la tâche de formuler les règles précises de ce droit, le droit d'accès à l'information est en Suède régi en détail au niveau constitutionnel. Ainsi, par exemple, les dispositions du chapitre 2 de la loi fondamentale sur la liberté de la presse posent la définition des documents soumis au droit d'accès et les diverses conditions qui entourent l'exercice de ce droit. Elles contiennent également la liste des catégories d'intérêts publics et privés qui autorisent le législateur à prévoir des exceptions au droit d'accès, exceptions qui doivent, en vertu de la loi fondamentale, être consignées dans une loi spéciale. Outre le statut particulier du droit d'accès en Suède du fait de sa consacration au niveau constitutionnel, ce qui a des implications à la fois juridiques, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, mais également symboliques, il convient de souligner aussi le caractère fort généreux du droit d'accès suédois. En effet, en principe, tout document détenu par une administration, qu'il renferme des informations à caractère public ou privé, est susceptible d'être l'objet du droit d'accès. Passons maintenant à la question des bouleversements auxquels a été confronté le droit d'accès à l'information suédois en raison de l'introduction du développement des nouvelles technologies. Les rédacteurs de la loi sur la liberté de la presse de 1949 n'avaient pas, cela va de soi, anticipé l'évolution technologique et le passage d'une administration papier à une administration électronique ou numérique. Donc c'est d'abord le juge qui, à la fin des années 60, en interprétant de façon extensive la notion de document public, a permis d'inclure dans le champ d'application les enregistrements informatiques, qui à l'époque étaient constitués de bandes magnétiques. Puis le législateur a en 1976 adopté une définition du document techniquement neutre, définition qui a pu permettre aux juges suédois de considérer comme documents tombant dans le champ d'application de la loi les cookies et les SMS par exemple. Ainsi on le voit, le droit d'accès a pu s'adapter sans problème sur ce point, mais sur d'autres questions, le défi a été plus conséquent, ce que je vais illustrer à travers deux exemples. Commençons toutefois par souligner que les acteurs juridiques suédois, et parmi lesquels le législateur, mettent en exergue les bénéfices que procure l'évolution des nouvelles technologies pour le droit d'accès aux documents officiels. Les moteurs de recherche mis à disposition par les technologies facilitent l'identification des documents faits par le demandeur. Ils permettent aussi la fabrication de documents sur mesure, ce que la doctrine suédoise appelle les documents potentiels. Les nouvelles technologies permettent un accès des documents à distance, elles permettent de réduire les coûts de l'accès, etc., etc. Donc effectivement, le législateur notamment voit l'évolution technologique d'un bon œil. Cependant, les nouvelles technologies peuvent également être problématiques au regard du droit à l'information. Le premier exemple que j'ai choisi est celui du format utilisé pour la délivrance des documents demandés. La question est en réalité celle de savoir s'il est approprié ou non d'accorder au demandeur d'un document le droit de choisir le format sous lequel lui sera délivré le document. Cette question peut paraître étrange à des juristes non suédois qui sont accoutumés à ce que la loi nationale prévoit le droit du demandeur de choisir le format, comme c'est le droit en France. Mais en Suède, c'est une question légitime, puisque, comme je l'ai mentionné plus haut, le droit d'accès a un champ d'application très large et inclut potentiellement des informations à caractère personnel. Or, permettre au demandeur de recevoir des documents sous la forme électronique, si cela est son choix, peut avoir des conséquences néfastes en matière de protection de la vie privée, puisque le format digital facilite l'exploitation et la diffusion des informations. Pour parer à de tels inconvénients, le législateur avait à la fin des années 90 refusé de consacrer un droit général au choix du format dans la loi fondamentale. Il avait au contraire
adopter une solution de compromis prévoyant le droit au format seulement si cela était prévu par une loi. Donc c'est la loi fondamentale qui prévoyait que qu'il y avait le droit au format si cela était prévu par une loi. De nombreuses voix se sont élevées depuis, qui ont dénoncé le caractère non seulement restrictif du dispositif, mais aussi son caractère aberrant eu égard aux possibilités que fournissent les nouvelles technologies pour améliorer le droit d'accès à l'information. Le législateur s'est finalement remis à la tâche il y a quelques années et dans un rapport intitulé « Documents officiels sous forme électronique, publicité et vie privée » qui compte environ 500 pages, le comité parlementaire chargé de la première phase de la procédure a proposé d'inverser le principe en inscrivant dans la loi le principe selon lequel il existerait un droit de choix au format si le document ne contient pas d'informations protégées par le secret, s'il n'existe pas de prohibition de la part d'un texte législatif ou réglementaire, et si cela n'est pas par ailleurs inopportun. Cette proposition, pour l'instant, n'a pas encore vu le jour, mais on peut le constater. Il s'agit de déplacer quelque peu le curseur dans le cadre de l'équilibre à atteindre entre le droit d'accès aux documents d'une part et l'impératif de protection de la vie privée d'autre part, en augmentant les possibilités pour le public de requérir des documents sous forme électronique. Le second exemple que j'ai choisi pour illustrer les défis technologiques auquel est confronté le droit d'accès à l'information et la façon dont celui-ci riposte par la voie du législateur est celui des copies de sauvegarde. En effet, comme dans certainement toute administration moderne de par le monde, les systèmes informatiques des autorités publiques, avec toutes les communications et autres documents qu'ils contiennent, font à intervalles réguliers l'objet d'une copie de sauvegarde. Et la question s'est posée de savoir si de telles copies pouvaient être considérées comme des documents officiels et à ce titre être soumises aux règles sur le droit d'accès. Cette question sur le statut juridique des copies de sauvegarde a fait son apparition de façon tout à fait impromptue sur la scène suédoise dans le contexte de la catastrophe du tsunami de 2004 qui avait fait beaucoup de morts suédois puisqu'il y a beaucoup de Suédois qui apprécient la Thaïlande comme lieu de villégiature. La catastrophe a été très mal gérée par le gouvernement suédois qui avait mis du temps à comprendre la gravité de la situation. Donc avait été mise en place une commission d'enquête parlementaire qui devait faire toute la lumière sur la responsabilité des uns et des autres. Et dans le cadre de son travail, cette commission a eu soudainement accès à des documents dont personne ou presque ne semblait connaître l'existence. Les documents en question étaient des bandes informatiques que l'on a surnommées en Suède les bandes du tsunami, qui renfermaient toutes les informations contenues dans les systèmes informatiques du gouvernement entre le 21 décembre 2004 et le 20 janvier 2005, ce qui correspondait à 6500 disques DVD ou encore 10 milliards de feuillets A4. Donc était née tout d'un coup la question juridique épineuse du statut des copies de sauvegarde. Un chantier législatif sur la question a été initié en 2008 et si l'on regarde de plus près les travaux préparatoires, le raisonnement suivi par le législateur est le suivant. Les développements technologiques ont rendu possible la conservation de très grandes quantités d'informations, dont les copies de sauvegarde qui permettent de recréer les informations contenues dans un système informatique, si celles-ci sont perdues suite à la commission d'erreurs techniques, sabotage ou autres événements extraordinaires, tels qu'incendie et inondation. Quoi qu'il en soit, si techniquement il s'agit de documents officiels au sens de la loi fondamentale sur la liberté de la presse, autoriser leur accès ouvrirait la possibilité pour tout un chacun de procéder à la cartographie des méthodes de travail du gouvernement, situation qui paraît inadéquate au regard des impératifs de sécurité de la puissance publique. Par conséquent, tout en reconnaissant les aspects positifs du développement technologique sur le droit d'accès à l'information, notamment en tant que vecteur d'information élargissant les possibilités du public de s'informer,
il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre l'intérêt du public d'avoir un droit de regard sur les activités de l'administration et celui des autorités publiques de pouvoir accomplir leurs activités d'une manière efficace et en toute sécurité. Donc, finalement, le législateur a introduit dans la loi sur la liberté de la presse une disposition qui exclut explicitement les copies de sauvegarde de la catégorie des documents officiels. Donc ça, c'est une mesure qui était entrée en vigueur en 2011. Pour conclure, je peux dire qu'il est évidemment impossible de raconter en 15 minutes par le menu l'épopée du droit suédois d'accès à l'information. Mais pour résumer, on peut dire que ce droit, profondément ancré dans la conscience collective et qui occupe une place centrale dans le système juridique et social suédois, est un vaillant vieillard de 250 ans qui a su, en général, faire face aux cures de jeunesse que les évolutions multiples de la société lui imposent. Je vous remercie de votre attention.